Bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Mansef. Laura. L'histoire que je vais te raconter. Histoire incroyable. Mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e épisode du podcast Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Flora. Flora a 17 ans lorsqu'elle part en vacances avec une amie et ses parents dans le sud de la France. Alors qu'un matin, le réveil ne sonne pas, le temps est pluvieux et tout les pousse à ne pas sortir, ils décident tout de même de profiter de la journée et de prendre la route pour effectuer quelques visites. Ce jour-là, sa vie va prendre un autre tournant qui la changera à jamais. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Flora. Retour à l'instant T. Bonjour Flora, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Lucie. Alors, tu vas nous raconter un épisode très marquant dans ta vie qui a bouleversé beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu étais avant que cet instant T se produise, qui tu étais dans ta vie, quelles étaient tes aspirations? Voilà, quelle jeune fille étais-tu à ce moment? Alors, avant cet événement-là, j'étais une jeune fille de 17 ans déjà, qui était au lycée avec ses amis. Je faisais une école d'art. Donc je passais mon bac d'art et design. J'habitais chez mes parents, enfin la vie d'une adolescente très banale, classique. Alors le 24 juillet 2017, j'étais avec ma meilleure amie et ses parents dans le sud de la France. On partait pour une semaine de vacances. Et du coup, ce jour-là, on avait décidé d'aller voir des artisans poterie, mosaïque de la région. Et on s'est réveillés sans notre réveil. Ça a commencé par là. Chose qui nous arrive jamais. On ne loupe jamais un réveil. Donc sur le moment, on se pose pas beaucoup de questions. On commence la journée normalement. C'était une journée sombre. Dans le sens où il pleuvait, on n'avait pas envie forcément de bouger, mais bon, on s'est pas posé plus de questions que ça. Donc on déjeune, on commence notre journée normalement, et puis on prend la voiture pour aller voir du coup cette dame qui faisait de la poterie. On commence par la personne qui fait de la mosaïque, tout se passe bien, voilà, on est en vacances, donc journée tranquille, sans soucis, voilà. On pique-nique après sur un parking. Et puis on reprend la route en direction du coup de cette dame qui faisait de la poterie. Et puis sur la route, une voiture nous fonce dedans. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé sur le moment. Mais je me réveille, j'étais sortie de la voiture sur l'herbe humide parce que le matin il avait plu. Et je me sentais pousser des râles. Donc pousser des râles c'est vraiment... Quand t'as du mal à respirer et que du coup c'est le fond de ton oxygène en fait qui te fait respirer, mais c'est compliqué. Et après tout s'est enchaîné très rapidement. J'avais des tonnes de personnes autour de moi qui me posaient des questions, savoir comment je m'appelais, quel âge j'avais, pourquoi j'étais là. C'est un enchaînement où ça s'est passé super rapidement. Et après plus aucun souvenir. Ils m'ont plongée dans le coma, ou je suis tombée dans le coma, ou voilà, mais plus aucun souvenir. J'ai été héliportée et ils m'ont emmenée à l'hôpital de Bordeaux, au service de réanimation. Donc entre-temps, Laurie, ma meilleure amie qui était avec moi, a été emportée aussi dans un hôpital. Ses parents également, on a tous été blessés. Et puis la voiture d'en face aussi, il y a eu des complications pour les personnes dans cette voiture-là. Et puis je me suis réveillée 10 jours après. J'ai fait 10 jours de coma. Mes parents étaient arrivés sur place. On était tous là. Il y avait ma famille, il y avait mes amis. Et puis moi, je comprenais pas ce qui se passait parce que j'avais
aucun souvenir. Je savais plus que j'avais eu un accident, je comprenais rien à ce qui se passait. J'étais clairement bourrée de morphine en fait et j'avais plus du tout ma tête pour penser. Donc dans cet accident-là, j'ai eu une hémorragie interne en premier. Ça a engagé mon pronostic vital. Cette hémorragie-là, elle était à la base sur le foie. Et en fait, elle s'est propagée dans tout le ventre. Donc j'ai perdu 3/4 de mon foie, la queue de mon pancréas, ma rate et un rein. Après, j'ai eu donc des problèmes respiratoires. J'ai de l'eau qui s'est mise dans mes poumons. Donc j'ai eu on va dire une infection aux poumons où en fait mes poumons se sont remplis d'eau. Et du coup, ça a empêché l'oxygène de pouvoir circuler correctement. Donc, ils ont dû me drainer, pour enlever l'eau de mes poumons. J'ai eu mon rein aussi qui a été drainé pendant un mois avant qu'ils me l'enlèvent, parce qu'ils espéraient pouvoir le sauver. Et puis, le plus gros de tout ça, c'est ma paraplégie. Où en fait pendant 10 jours ils ont pas pu m'opérer du dos à cause du fait que mon ventre a été dans un état pas possible à cause de l'hémorragie. Et du coup après ces 10 jours là où ils m'avaient stabilisé sur le pronostic vital, ils ont pu m'opérer au niveau du dos. Donc ils m'ont mis des arthrodèses. Les arthrodèses, c'est des tiges en titane qui vient soutenir la colonne vertébrale. Et malgré ça, reste la paraplégie, donc paralysie des membres inférieurs et des abdos aussi. Donc la paraplégie, ça engendre beaucoup de choses, dont le fauteuil roulant, dont des aides à domicile, dont beaucoup de choses. Donc ça a été le plus gros de l'accident et c'est ce qui reste aujourd'hui parce que je suis toujours en fauteuil roulant. Donc ça a été compliqué. Ensuite, 2 mois après, j'ai été rapatriée à Lyon, donc là où on habite. Et puis j'ai été hospitalisée encore 1 mois. Puis ensuite, je suis rentrée en centre de rééducation. Le centre de rééducation ou la prison, je dirais, parce que t'es enfermé dans ta chambre 24/24. Tu peux pas sortir et à 17 ans, tu peux pas voir tes amis. Et puis, tu peux pas manger avec tes parents. Et puis, t'as pas une vie banale comme une ado de 17 ans, quoi. Donc, c'est très, très, très compliqué, en fait. Et je pense que c'est ce qui a été presque le plus dur en dehors de toutes les douleurs que j'ai eues, toute la détresse mentale, tout ça, c'était vraiment de me dire j'ai 17 ans, je suis enfermée entre 4 murs et puis il se passe quoi du coup? Et puis après comment je vais faire en fait pour vivre ma vie comme quelqu'un de normal quoi. Et les gens pouvaient venir te voir? Oui, j'avais le droit à des visites, donc il y avait des horaires de visite. Enfin, c'était très protocolaire en fait. T'as pas le droit à ton téléphone après 20h. Donc quand t'as 17 ans, t'as qu'une envie, c'est de parler à tes copines sur les réseaux quoi, et puis d'échanger un peu parce que c'est le seul truc qui te ramène à ta vraie vie. Mais il y a eu des bons moments dans toute cette année-là de centre de rééducation parce que j'ai rencontré de très très belles personnes, les aides-soignantes et les aides-soignants. On était dans un service, en fait, j'avais 17 ans, donc j'étais avec des enfants, j'étais en pédiatrique. Ils pouvaient pas me mettre en adulte alors que j'étais sur mon année des 18 ans, mais c'est le protocole. Donc je me suis retrouvée avec des enfants de 7 ans, des bébés de 6 mois, du coup c'était compliqué aussi pour s'intégrer et puis discuter avec des personnes quoi, parce que quand t'as 17 ans t'as pas envie de parler à des enfants de 7 ans, c'est un peu compliqué. Et puis du coup je me suis liée d'amitié, je vais dire ça comme ça, avec les aides-soignants parce que c'est les seules personnes avec qui j'avais vraiment envie de parler. Donc on a vraiment créé des liens très très forts. Je suis encore en contact avec eux aujourd'hui et c'est des personnes qui sont très importantes pour moi. Elles m'ont fait mes douches, elles m'ont donné à manger, elles m'ont fait mes pansements, elles m'ont fait une prise de sang. Pendant 1 an, elles ont remplacé mes parents et mon cercle familial. Donc c'est des relations très très particulières. Et tu te souviens ce moment où on t'a annoncé du coup que tu allais perdre l'usage de tes 2 jambes? Alors je pense qu'il y a eu plusieurs fois où on me l'a annoncé. Mais les fois où on me l'a annoncé au départ, je pense que j'en ai aucun souvenir parce que j'étais tellement bourrée de morphine. Je percutais vraiment pas. Mais je me souviens d'une phrase très bienveillante, et c'est ironique, du médecin rééducateur que j'avais en centre de rééducation,
En fait, le truc tout bête, mais quand on est paraplégique, on est souvent constipé du fait de pas marcher, de pas se bouger comme des personnes qui peuvent marcher. Et du coup, il y a des traitements à prendre pour la constipation. Et quand tu prends 50 médicaments par jour, t'en as un peu marre, quoi. Donc j'avais pas envie de prendre ces médicaments, clairement. Et le médecin s'est déplacé dans ma chambre en me disant « Flora, t'es paraplégique et tu resteras sûrement paraplégique toute ta vie, donc des médicaments t'en prendras toute ta vie. » Et cette phrase-là, elle résonne encore. Mais elle résonne en mode il faut que je me bouge pour lui prouver le contraire, en fait. Et que ce soit le fait que je ne resterai pas dans un fauteuil roulant et le fait que je ne prendrai pas de traitement, quoi. Donc non, cette phrase, elle m'a longtemps perturbée et je pense que c'est l'un des premiers souvenirs que j'ai où je me suis dit ah ouais, en fait, c'est pas passager, quoi. C'est vraiment pour un moment, quoi, en tout cas. Si c'est pas pour toute ta vie, c'est pour un long moment, quoi. Donc non, cette phrase, elle m'a fait du mal et j'ai encore beaucoup de haine envers cette phrase-là et ces mots-là parce que pour moi, c'est pas bienveillant du tout et tu dis pas ça à une gamine de 17 ans qui est complètement perdue et qui comprend rien à sa vie et qui sait pas pourquoi elle est là et qui sait pas ce qui va se passer demain et elle a juste 17 ans, quoi. Donc aide-la à se sauver elle-même au lieu de la pourrir avec des mots qui sont super durs, quoi. Donc oui, ça a commencé comme ça et mon combat a aussi commencé grâce ou à cause de cette phrase-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit je vais me battre pour remarcher et je vais me battre pour essayer de récupérer tout ce que je peux récupérer. Et on te dit que tu as 2 ans pour récupérer la plupart de tes muscles parce qu'après ton corps s'éteint entre guillemets et que après tu peux plus récupérer parce que c'est trop tard, quoi. Donc en centre de rééducation, j'ai tenté de me battre pour récupérer mes muscles, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai tout fait. Et puis en janvier, donc 6 mois après mon accident, j'ai eu mon premier mouvement de jambes. Donc j'ai réussi à récupérer petit à petit à partir de janvier, donc 6 mois après mon accident, petit à petit des muscles. Il s'est passé des choses dans mon corps, sur plusieurs plans, que ce soit sur la circulation sanguine, sur les muscles, sur les abdos, sur la constipation, enfin sur plein de sujets. Et encore aujourd'hui, donc ça va faire 5 ans en juillet, je récupère encore et j'ai encore l'espoir de pouvoir remarcher un jour. Et la science fait beaucoup de choses en ce moment pour essayer de faire remarcher les paraplégiques et les tétraplégiques. Donc j'y crois et peu importe ce qu'on me dira, j'y croirai toujours et l'espoir fait vivre, comme on dit, donc j'y crois. Et qu'est-ce que ça a généré chez toi en changement d'état d'esprit, de personnalité? Qui tu étais après cet accident? Je pense que je me suis rendu compte avec mon accident qu'en fait avant j'étais une ado complètement perdue, quoi. Je savais pas qui j'étais, j'avais pas confiance en moi, je savais pas ce que je voulais. Je pense comme tous les ados, on passe tous par là en se remettant beaucoup en question sur bon ok, j'ai 17 ans, bon maintenant je vais faire quoi de ma vie, qui je suis vraiment, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Mais en fait, comme je dis toujours, l'accident, c'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais d'un côté, je vais pas dire c'est la plus belle parce que c'est pas vrai, mais ça a été tellement une aventure folle en fait et tellement... En fait, j'ai beaucoup de reconnaissance envers la vie, envers moi-même, envers les personnes qui m'ont aidée parce que fallait que ça m'arrive. Je crois beaucoup au destin et je me dis fallait que ça m'arrive pour comprendre des choses, pour être qui je suis aujourd'hui et pour faire avancer aussi les choses. Avant cet accident, donc t'étais une lycéenne. Après cet accident, t'es retournée au lycée, t'as passé ton bac. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça a été très très compliqué parce que les locaux de mon lycée sont pas accessibles pour les fauteuils roulants. Donc encore un autre combat. Je me suis donc battue pour pouvoir passer mon bac. J'ai réussi à l'avoir en 2 ans au lieu d'une année, mais je l'ai eu. Donc j'ai passé mon bac en 2020 en plein Covid.
Et à la suite de ça, j'ai fait une formation en coaching de vie parce que j'étais en art à la base. Justement, à la suite de cet événement-là, je me suis dit que l'art c'était super, c'est génial. Franchement, on apprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est quelque chose qui était beaucoup trop superficiel, dans le sens où il y a des choses à faire avant. Et là, vu ce qui m'est arrivé, j'ai d'autres priorités et je sais que j'ai d'autres choses à faire que de me consacrer à du design, de la mode, de l'art, peu importe dans quelle voie je serais allée. Mais là, aujourd'hui, j'ai du concret en face de moi. J'ai le handicap, j'ai le traumatisme, j'ai le deuil, j'ai tout ça. Et en fait, c'est tellement un univers où il y a trop de tabous, en fait. Le handicap, c'est vu comme quelque chose qui fait peur un peu. Enfin, les gens, ils ont peur du handicap. Et je sais pas pourquoi ça fait peur, en fait. J'ai même pas la réponse et sûrement d'autres personnes seraient capables de la donner. Mais aujourd'hui, il faut changer ça, clairement. Et je suis là aussi pour ça. J'ai envie de dire que le handicap, c'est rien, quoi. Enfin, je suis comme toi, Lucie, aujourd'hui. Enfin, c'est juste que je suis dans un fauteuil roulant, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui est différente ou qui doit effrayer les autres ou je sais pas. Tu ressens ça autour de toi, dans la rue ou des inconnus ou même tes amis, je sais pas? Forcément, quand t'es en fauteuil roulant dans la rue, on te regarde parce que t'es différente. Mais en tout cas, et ça c'est le principal pour moi, c'est que ma famille et mes amis ne m'ont jamais vue comme quelqu'un de différente en fait. Il y a la Flora d'avant et il y a la Flora de maintenant et ils le savent très bien et j'ai tellement évolué que oui, mais la Flora de maintenant, ils la considèrent pas comme la Flora qui est malade, la Flora qui est handicapée, la Flora qu'on doit... Oui, ils te renvoient pas constamment à ton handicap. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et franchement, je le supporterais pas. Donc non, il y a pas de différence en fait. Et du coup, coach, à quel moment est née cette envie d'aider les autres? Le coaching, ça a commencé, je pense... Mes toutes premières réflexions ont commencé en centre de rééducation. Comme je te le disais tout à l'heure, à 20h, t'as plus ton téléphone. Donc, tu penses, quoi. T'es là, t'es dans ton lit, tu réfléchis, tu te poses des millions de questions. Et je pense que vraiment, ça a commencé là, où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, j'ai vraiment eu envie d'aider les autres, en fait. Parce que je me suis pas sentie accompagnée comme il fallait moi, dans ma rééducation à l'hôpital ou même sur le plan mental sur beaucoup de choses et du coup je me suis dit il faut absolument qu'il existe un moyen d'accompagner les gens avec l'expérience derrière parce que c'est facile pour une psy de dire je comprends ce qui t'arrive parce que moi ce discours-là j'en ai eu des centaines mais qu'est-ce qu'elle comprend? Comment tu peux comprendre? En fait c'est des phrases à l'époque, moi, qui me mettait en colère, où je me disais, mais en fait, elle peut pas comprendre, c'est pas possible. Comment tu veux comprendre ce qui m'est arrivé alors que tu l'as pas vécu? C'est pas possible. Comment tu comprends ce que ça fait d'être dans un fauteuil roulant? Et les personnes qui peuvent comprendre, c'est les personnes qui l'ont vécu. D'où mon idée, en fait, de créer un projet professionnel autour d'accompagner les personnes qui ont subi un traumatisme, qui sont en situation de handicap, ou qui sont dans la maladie, parce qu'aujourd'hui, on peut se comprendre entre nous, parce qu'on a une histoire similaire, et qu'on a vécu le traumatisme, et qu'on a vécu le fait de faire le deuil d'une partie de son corps, d'une partie de sa vie, de plusieurs choses qu'on pourra pas vivre. C'est venu là, en fait, c'était tout un questionnement, là je te le dis beaucoup plus clairement, parce qu'aujourd'hui je le vis, mais ça a été tout un questionnement autour de ce sujet-là, où moi je suis vraiment allée rencontrer des personnes qui avaient vécu un accident, la paraplégie ou la tétraplégie, un traumatisme, peu importe, mais je me suis vraiment ouverte à ces personnes-là pour me dire, ok, je vais pouvoir conduire, je vais pouvoir avoir un appart, je vais pouvoir vivre ma vie. C'était toutes des questions là, mais qui sont peut-être banales quand je te les pose, mais en fait, pour moi, c'était des vraies questions en fait. À me dire, mais est-ce que ma mère va devoir venir me laver tous les matins? Toute ma vie. Et là, en fait, ça m'a éclairci en me disant, ok, ça va le faire. Sois forte, sois courageuse, bats-toi et ça va le faire. Et du coup, après mon bac, j'ai fait cette année de formation. J'ai eu ma certification. Et en novembre dernier, j'ai créé
Inspire à vie, donc mon auto-entreprise de coaching de vie et de patient témoin. Et donc tu coaches à domicile ou en hôpital et aussi autrement ou dis-nous. Je coach en visio parce que pour l'instant j'ai pas de local et mon objectif c'est de pouvoir aller démarcher les centres de rééducation et les hôpitaux pour pouvoir aller directement au contact patient. Parce que c'est là où t'en avais eu le plus besoin. Personnellement, oui. Cet accident, aujourd'hui, t'as complètement transformé en tant que personne et t'as donné un élan et une force de vie pour aider les autres, vivre ta vie pleinement et en la rendant forte de sens. Et finalement, pour toi, ça fait partie de toi. C'est une bonne question. Bien sûr que ça fait partie de moi dans le sens où le handicap, je le vis tous les jours et que c'est ma vie quotidienne. Donc oui, je pense que ça fait partie de moi et aujourd'hui, j'en suis fière. Vraiment, je suis fière de qui je suis, de ce que je suis devenue. Et comme je dis tout le temps, il y a la Flora d'avant et il y a la Flora de maintenant. C'est que oui, bien sûr que j'ai pris en maturité, mais ce qui est normal, le plus gros, c'est l'état d'esprit en fait. La vision des choses, c'est... Tout a été basculé, tout est différent en fait. Je pense plus comme avant, je vois plus les choses comme avant. Mon rapport avec la vie est complètement différent. Aujourd'hui, je fais tout ce que j'ai envie de faire parce que je sais ce qui peut arriver en un claquement de secondes. J'ai pas peur de vivre ma vie, j'ai pas peur du regard des autres. J'ai confiance en moi, je lâche prise. C'est des choses qui sont essentielles pour pouvoir vivre ta vie pleinement et ne rien regretter en fait. Moi aujourd'hui c'est ce que je recherche, c'est ok bon bah là j'ai envie de faire quelque chose, ok bah je me donne les moyens de le faire, je le fais parce que sinon j'aurais eu le remords de pas l'avoir fait quoi. Et du coup tu dirais que cet accident ça t'a donné une claque qui t'a réveillé et qui t'a poussé à vivre encore plus? J'ai pas le ressenti d'avoir pris une claque, c'est pas le terme, c'est pas le mot. J'ai vraiment le ressenti d'être enfin à ma place. Et oui, il y a eu des choses qui ont été hyper dures, ça a été hyper compliqué. J'ai énormément souffert, que ce soit mentalement ou physiquement. Mais ça en vaut la peine en fait, vraiment. Ça en vaut la peine parce qu'aujourd'hui, je me sens à ma place. Mais c'est pas... je me suis pris une claque et qui m'a remis en place ou... c'est pas du tout ce que je ressens, c'est ok, c'est arrivé, j'ai accepté ce qui est arrivé, j'ai subi et la roue elle a tourné et aujourd'hui j'ai travaillé sur moi, j'ai rebondi, j'ai réussi et voilà quoi. Je me suis battue pour. Est-ce que il y a une dimension spirituelle aussi qui s'est développée en toi? Oui, complètement. Pour moi c'est le destin, c'est clairement le destin. Comme je racontais au départ, l'histoire du réveil, l'histoire du temps. En fait, c'est plein de coïncidences, mais en y réfléchissant, est-ce que c'est vraiment des coïncidences? On a chacun notre avis là-dessus. Mais pour moi, le destin existe et l'accident, c'est le destin et ça devait m'arriver, quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, ça devait arriver. Le truc qui est complètement dingue, c'est que au lycée, quand j'étais en première, donc l'année avant mon accident, j'avais un prof de maths. Et en fait, entre les cours, il nous lisait sur les mains. Donc notre avenir ou quelque chose avec les lignes des mains, il arrivait à nous lire des choses. Mais c'était sérieux? Est-ce que c'est sérieux? J'en sais rien. Est-ce qu'on y croit? J'en sais rien. Ça appartient à chacun. Oui. Lui, en tout cas, prétendait que c'était véridique. Ah oui. Et moi, j'y suis jamais allée. J'étais pas attirée par ça et je n'y croyais mais pas du tout. Mais fallait pas me parler de ça à l'époque, hein. Ça me faisait peur, quoi. C'était le truc où je me dis, mais c'est quoi ces malades, là? Et à un moment, j'y suis allée. Il a pris mes mains, il a lu sur mes mains. Et il m'a dit, écoute Flora, je peux pas lire sur tes mains, je peux pas te dire et tout. Mais il avait une tête paniquée. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va me sortir? Pourquoi? Mais c'est pas possible. Enfin, mais pourquoi? Il me dit, le seul truc que je peux te dire, c'est que tu feras pas ta rentrée de terminale comme tout le monde. Ok, d'accord. Bon, sur le moment, j'ai dit, bon, il est fou ce prof, qu'est-ce qu'il me raconte? Puis en rentrant, j'en parlais avec ma mère. Elle me dit, bah, c'est peut-être parce que t'as prévu de faire un stage et que du coup, tu retarderas ta rentrée.
Je dis oui, peut-être, bon, on verra. Je me suis pas posé plus de questions. Et puis, on en reparle avec ma mère il y a 1 an de ça. Elle me dit, mais tu te souviens de ton prof de maths qui t'avait lu sur les mains ou il t'avait dit que tu ferais pas ta rentrée comme tout le monde? Bah, au final, il a eu raison, quoi. En septembre, t'étais à l'hôpital, donc oui, t'as pas fait ta rentrée comme tout le monde. Mais il avait un ton grave quand il t'a dit ça. Enfin, ça se voyait sur sa tête qu'il était paniqué quand même. Ah oui, il était paniqué et il comprenait pas et je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait pas dire. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais creusé où je lui ai dit, bah c'est bon, qu'est-ce qui va m'arriver quand t'as 17 ans, tu te sens invincible et tu sens comme si, oui, il t'arrivera jamais rien, donc qu'est-ce qui va me sortir, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est... Et tu l'as recontacté? J'ai tenté de le recontacter, sans réelle réponse, quoi. Pas ouvert, non. Ouais, tu veux dire qu'il t'a répondu, mais il a pas voulu aller plus loin dans l'échange. Voilà. Mais oui, à l'époque... en fait, à l'époque, ça me faisait pas peur, parce que je me suis pas posé de questions, et voilà, mais... C'est après, je me suis dit, c'est complètement dingue, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à partager? Une sorte de conseil à transmettre à des gens qui peut-être se trouvent maintenant dans une situation subie, justement, que ce soit suite à un accident ou quoi que ce soit, mais en tout cas dans une situation subie où on se retrouve un peu enfermé entre 4 murs à pas savoir comment s'en sortir. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Qu'il faut être patient, déjà, c'est la première chose. Qu'il faut profiter de ce temps pour se remettre en question, réfléchir sur soi, et créer de la force. Créer de la force, créer du courage et être prêt à se battre. Parce que quand ça démarre, quand ça commence, peu importe ce qui se passe derrière, de la rééducation, du soin, peu importe, mais il faut le faire à fond. Il faut le faire à fond et il faut se battre. Et quand t'as un objectif, peu importe, il faut aller au bout. Et quand tu veux, tu peux. Tu te donnes les moyens d'y arriver, tu y arriveras. C'est vraiment la chose que j'ai le plus appris en me disant tout est possible du moment où tu te donnes les moyens d'y arriver et que tu fais en sorte que ça arrive. Que ce soit sur le mental, à penser positivement, à prendre soin de soi, ou alors que ce soit sur le physique en se levant tous les matins, en ayant l'objectif en tête et en se donnant les moyens d'y arriver par des actions, peu importe. Mais il faut se battre. Dans la vie, il faut se battre, oui, il faut se battre. Des fois c'est compliqué, des fois c'est pénible, des fois c'est triste même, mais quand tu veux quelque chose, tu te bats et tu y arriveras, vraiment. Si t'es incapable d'en parler à ton entourage, ce qui est fort probable, moi il y a des choses que j'ai pas pu dire à mon entourage, il faut le dire à une personne extérieure qui sera bienveillante et qui sera à l'écoute. Et le coaching de vie, c'est aussi ouvert à ça, parce qu'il y a plein de techniques sur lesquelles on travaille sur soi, en fait, avec des exercices, enfin beaucoup de choses, pour s'ouvrir et pour aller de l'avant et pour trouver un objectif et pour aussi arrêter d'être dans le noir, quoi. C'est dans ce côté sombre, ce côté négatif, voilà, c'est aussi important pour avancer. Parce que quand t'es dans le négatif, tu peux pas avancer comme il faut et il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça et le coaching, ça aide aussi à modifier cette vision-là en la transformant en quelque chose de positif. Eh bien écoute, merci beaucoup Flora pour le partage de ton témoignage, de cette expérience. C'était un témoignage très authentique et finalement tu en découles un message très positif, donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi de m'avoir entendu et écouté. J'espère que ton message rentrera dans l'oreille des bonnes personnes et que ça pourra aider des personnes qui se sentent justement coincées dans une situation et qui verront un peu de lumière dans cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Flora pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instant T Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. À bientôt pour le prochain épisode.